Bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition du soir sur la télévision du Monde. Pour l'ouverture, nous nous intéressons au contentieux post-électoral, notamment pour ce qui est des élections municipales du 9 février 2020 dernier. Les premiers verdicts sont connus à l'issue de la session de plein droit qui se tient à la Cour suprême du Cameroun à Yaoundé. Retour sur ces travaux dans ce reportage. La chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun statua ainsi en dernier ressort en conclave. Les partis politiques ayant interjeté appel et déjà concernés par les premiers verdicts tombés se plient aux différentes décisions rendues. C'est le cas du Social Democratic Front SDF qui demandait l'annulation du scrutin municipal du 9 février 2020 dernier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Tous ont été rejetés. Nous avons exposé, notamment pour les cas du sud-ouest et du nord-ouest. Le mouvement progressiste MP fonde sa requête devant la haute juridiction sur le coefficient mal calculé à la mairie de Douala Premier. Dans le cas actuel, et donc nous avons interjeté appel, on a exclu les partis politiques ayant eu des suffrages dans le coefficient les permettant d'avoir la détermination de cet élément-là. Les débats continuent à la chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun, à Yaoundé, capitale politique. Les derniers résultats restent attendus dans les prochains jours. Nous restons dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, pour nous intéresser à présent aux préparatifs liés à la rentrée scolaire 2020-2021. À l'occasion, les ministères des enseignements secondaires, mais également de la santé, viennent de tenir une concertation à l'effet d'adopter une stratégie pour lutter efficacement contre la pandémie Covid-19. Et au cœur de cette stratégie, l'alimentation des enfants en milieu scolaire. Reportage. Pas de Covid-19 et bien d'autres maladies et pathologies dans les campus scolaires dans l'année scolaire à venir. La problématique est au cœur du débat en ce début d'année scolaire. Et quelques jours avant la rentrée scolaire, les travaux de Yaoundé, tenus à la faveur d'une organisation conjointe des ministères des enseignements secondaires et de la santé publique, permettent aux experts et techniciens d'envisager des options de prévention spécifiques à l'environnement scolaire. L'aspect nutritionnel, qui a une place de choix dans cette prévention, impose un guide d'éducation alimentaire dédié au Cameroun et qui a été présenté. L'âge auquel on peut faire une prévention efficace, c'est l'âge où on a la plasticité du comportement, c'est l'enfance et l'adolescence. Donc faire de la prévention de ces maladies dans l'enfance et l'adolescence, c'est le gage du succès. La mise en route de la stratégie élaborée par les experts reste un atout important dans la prévention contre la pandémie Covid-19. Nous parlons à présent des sourds. C'est d'ailleurs ce 26 septembre 2020, journée consacrée aux sourds à travers le monde. Une mobilisation, mais au Cameroun, la célébration est sans tambour ni trompette. Pas que c'est tout aussi intéressé, voici un reportage. Ce 26 septembre 2020 se célèbre la journée mondiale dédiée aux sourds. La Fédération mondiale des sourds recommande à toutes les associations nationales, membres de 123 pays, d'organiser la journée mondiale des sourds et de la surdité dans la semaine ou le dernier samedi du mois de septembre. La journée mondiale des sourds est donc célébrée le samedi de la semaine internationale des sourds dans de nombreux pays du monde, soit le samedi 26 septembre 2020. Le but est de sensibiliser la population à la reconnaissance de la culture sourde et de la langue des signes. L'Institution nationale de jeunes sourds de Paris est un lieu riche d'histoire, à l'origine de l'Institut des sourds de naissance qui a été créé sous la constituante par la loi du 21 et 29 juillet 1791. Cette institution avait pour but de poursuivre l'œuvre philanthropique de l'abbé Charles-Michel de l'Épée entre 1712 et 1789. Cette loi honorait ce bienfaiteur
en portant son nom au rang des citoyens qui ont mérité de la patrie. Plusieurs controverses et disputes furent échéantes de cette institution qui avait été mise sur pied par l'illustre abbé. Il avait conçu un alphabet phonétique plus expéditif que l'alphabet manuel figurant dans les lettres traditionnelles. Deux représentations visuelles de la langue française s'affrontaient donc en France vers le XVIIIe siècle. L'une représentait les idées par des signes et l'autre ne figurait manuellement que la forme des mots par l'épellation alphabétique. Ainsi commençait la querelle des dactylologistes. L'abbé Lépée leur opposait une représentation des identités spirituelles préférable à la simple restitution d'une idée. C'est donc ainsi qu'en 1982, l'Organisation des Nations Unies a décidé d'instituer la Journée mondiale des sourds. En effet, il existe environ 72 millions de personnes sourdes dans le monde et 80% d'entre elles vivent dans des pays en développement. Elles utilisent collectivement plus de 300 langues de signes différents. Il s'agit de langues maternelles à part entière, structurellement distinctes des langues parlées. Une langue des signes internationale, considérée comme un peu digne de langue de signes, est également utilisée lors des réunions entre groupes et différents pays ou de manière plus informelle lors de voyages. L'objectif de la Journée mondiale des sourds est de promouvoir l'identité linguistique de la communauté sourde et de sensibiliser l'opinion publique à l'importance des langues des signes et surtout l'importance de la revalorisation des sourds comme des personnes à part entière et non entièrement à part. Depuis 2017, cette journée a été suivie par la Journée internationale des langues et des signes qui a été proclamée. Cette journée met l'accent sur la nécessité de préserver les langues des signes en tant qu'élément essentiel pour la diversité linguistique et culturelle à l'échelle mondiale et favoriser l'accès aux services et à une éducation de qualité à ces langues et par ricochet à ceux qui ne parlent pas. Elle existe notamment sur le principe de rien de ce qui nous concerne ne peut se faire sans nous, faisant référence à l'implication des communautés de personnes sourdes dans les activités qui les concernent. Plus que jamais, cette journée est une journée de sensibilisation qui vise à reconnaître l'importance des sourds dans la société en tant qu'êtres humains qui méritent éducation, encadrement et accès aux ressources dans l'humanité. Précisons que cette célébration se tient sous la thématique de la langue des signes, un droit pour chacun, occasion donc de revenir sur l'analyse de cette thématique, mais également les objectifs consacrés à cette célébration du 26 septembre consacrée aux droits des personnes sourdes à travers le monde et singulièrement au Cameroun. Nous nous intéressons à présent à une autre actualité, mais cette fois-ci dans la région de l'Ouest, précisément à Bassamba, dans le département du Ndé, où il est question d'interpeller la jeunesse à barrer la voie à toute tentative de manipulation ou de déstabilisation du Cameroun. L'appel est celui de Célestine Ketcha-Koutes, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Par ailleurs, reine-mère dans cette partie du triangle national, celle-ci est allée à la rencontre de ces jeunes qui sont davantage mieux outillés à travers le centre d'insertion de Bassamba, une initiative des pouvoirs publics. Du matériel didactique flambant neuf mis à la disposition du centre d'insertion de Bassamba dans le département du Ndé. Ordinateurs, onduleurs, écran plat, groupe électrogène, matériel et équipements sportifs et même matériel musical constitué de guitare, piano, batterie, amplificateur, micro et baffes constitue ainsi le don du chef de l'État, Paul Biya, à l'endroit de ce centre dédié. Nous avons fait une note tout de suite à qui de droit pour dire l'évolution du centre. Et le président de la République a souhaité que les premiers jeunes qui vont jouer au volley, au basket, au ping-pong, au tennis, au foot, je sais que le foot marchait déjà, que ce soit avec du matériel offert par lui-même. Pour le deuxième adjoint au maire de Bassamba, en plus de remercier le président de la République pour ses multiples actions en faveur de l'arrondissement de Bassamba, le don ainsi reçu, qui arrive à point nommé, sera utilisé à bon escient, rassure l'exécutif
municipale. Sur Bassamba pour la construction d'un centre d'insertion des jeunes et après la construction, bon usage en matière de formation et de divertissement. Pour sa part, Célestine Ketchakoutès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain par ailleurs, Relmer Abangante, encourageant ces jeunes à saisir l'occasion pour leur donner des conseils, leur recommandant surtout de tourner le dos à toute manipulation et à toute tentative de déstabilisation du Cameroun. Et c'est par la visite des installations du centre d'insertion de Bassamba dans le département d'Undé, centre qui est par ailleurs équipé d'un stade multisport pour y pratiquer basket, volley, handball et lawn tennis, que Célestine Ketchakoutès a pris congé de ces jeunes qui constituent l'avenir du Cameroun. Cet avenir du Cameroun tient également de la filière riz qui entend être boostée par les pouvoirs publics. À cette occasion, une convention vient d'être paraphée entre le gouvernement de la République et les partenaires au développement. Il est ainsi question de booster significativement cette filière pour offrir de l'emploi, mais également donner la perspective de mieux vendre le riz made in Cameroun sur la scène internationale. Par cette Marie Tolo. Le Fonds international de développement agricole, FIDA, souhaite booster la production du riz et de l'oignon durant la période 2020-2026 au Cameroun. C'est ainsi que la FIDA va investir 33,3 milliards de francs CFA pour ces deux cultures dans notre pays. Ce sera dans le cadre de la seconde phase du projet d'appui au développement des filières agricoles. Entendez PAFDA. Est une spéculation pour laquelle les actions du gouvernement doivent contribuer à réduire, voire supprimer les importations parce que la capacité de production locale est existante et mérite d'être développée, exploitée. D'après plusieurs sources décentes, cette information a été donnée par Caroline Onanina, représentant du Cameroun au FIDA, au terme d'une mission d'inspection de la première phase du PAFDA qu'elle a conduite les 17 et 18 septembre 2020. Cette mission d'inspection a eu lieu à Tonga, dans la région de l'Ouest. D'après Raphaël Biamou, président de la société coopérative avec le conseil d'administration des riziculteurs de l'arrondissement de Tonga, en 2017, le Cameroun a exploité une superficie de 45 hectares avec des rendements de 3,5 tonnes à l'hectare, soit une production d'environ 160 tonnes. Maintenant, le pays de Paul Biya obtient des rendements de 4,5 à 5 tonnes à l'hectare en exploitant respectivement 65 hectares et 85 hectares. Le Cameroun vise 100 hectares cette année avec une productivité minimale de 5 tonnes à l'hectare. Il s'agit déjà de renforcer ce qui a été fait sur le plan de la production du riz et de l'oignon en intensifiant davantage la production et en mettant à l'échelle. Donc il y a des premières zones qui ont été couvertes par le projet et des nouvelles zones qui vont être couvertes également. Donc il y a beaucoup plus de bénéficiaires et en matière de production, nous aurons une plus-value en termes de quantité et de qualité. Ainsi, pour cette seconde phase du projet d'appui de 33,3 milliards de francs CFA du MIDA, les 64 coopératives de producteurs de riz installées dans 4 régions du Cameroun pourront avoir un appui conséquent. Plusieurs sources affirment également que ces producteurs vont exploiter 19 400 hectares, question de densifier la production et la commercialisation d'un riz compétitif made in Cameroun afin de contribuer à une réduction de la demande nationale estimée à 300 000 tonnes et au coût d'importation d'environ 150 milliards de francs CFA par an.
33 milliards de francs CFA obtenus donc par les pouvoirs publics pour ainsi mieux booster la filière riz, mais aussi la filière au nom de bonnes nouvelles donc pour les producteurs de ces deux filières. Nous repartons à Bafoussam, chef de la région de l'Ouest du Cameroun, pour avoir un arrêt significatif à la chambre militaire de la Cour d'appel de l'Ouest qui s'enrichit de nouveaux assesseurs. Ils ont prêté serment au cours d'une audience solennelle au palais de justice de la capitale régionale de l'Ouest du Cameroun. Le respect scrupuleux des termes du serment est la principale recommandation faite à ces nouveaux assesseurs qui prennent place à la dite cour. Les précisions de Patrick Moignon et William Kwamo. Voici les 6 assesseurs militaires, tous des officiers supérieurs de l'armée camerounaise, au rang desquels 4 colonels, 1 lieutenant-colonel, un chef de bataillon, récemment nommé par le chef de l'État et affecté à la chambre militaire de la Cour d'appel de l'Ouest, à s'engager par le biais de la prestation de serment à rendre justice à tous avec impartialité, sans crainte ni faveur, ni rancune, et de garder scrupuleusement le secret des délibérations. Je jure devant Dieu et devant les hommes d'assurer les fonctions normales de la formation de la solidarité et de la coopération. Je jure devant Dieu et devant les hommes d'assurer les fonctions de membre de la formation de la solidarité de la Cour d'appel. Les réquisitions du commissaire du gouvernement près des chambres militaires des cours d'appel de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, axées sur la présentation des impétrants, les missions à eux assignées, les conseils et les obligations du serment ont précédé le rituel de prestation de serment. Et soyez pas des assesseurs qui vont s'envoler à longueur des débats, qui vont parcourir leur hasard et qui vont donner l'impression qu'il n'y a pas de sérieux. Participer au débat judiciaire, négocier du contradictoire. Et bien non plus, par rapport au santéisme de droit, et j'agissais par la confiance placée en pouvoir de l'ordre. Une prestation de serment qui donne l'onction à ces nouveaux assesseurs militaires d'assurer des fonctions juridictionnelles et d'accompagner les magistrats qui sont des professionnels du droit dans leurs tâches quotidiennes. Je pense que ce sont des nouvelles charges, mais qui ne sont pas si nouvelles que ça compte tenu de nos différentes expériences. Nous allons juste nous mettre au travail pour, comme on l'a dit dans le serment, essayer d'accompagner l'auguste chambre dans l'accomplissement des charges qui sont les siennes et dans le souci de rendre une justice beaucoup plus équitable. Nous mettons de donner le maximum pour que les nouvelles fonctions qui sont les nôtres aujourd'hui, que nous les accomplissions avec tout le dévouement possible. L'audience solennelle de prestation de ces nouveaux assesseurs militaires s'est déroulée dans la salle d'audience de la Cour d'appel de l'Ouest en présence du corps judiciaire, des autorités administratives, des responsables des forces de maintien de l'ordre, des familles et amis des heureux du jour. Nous parlons toujours de sécurité et nous mettons le cap à Buea, dans le sud-ouest du Cameroun, plus particulièrement dans les localités de Tiko et de Idinao, où la situation sécuritaire dans les zones maritimes est de plus en plus préoccupante. Elle a d'ailleurs été au cœur des travaux de la réunion de sécurité conduite par le numéro 1 de la région du sud-ouest du Cameroun, Bernard Okalia Bilay, qui davantage interpelle les éléments de force défense et de sécurité à plus de vigilance pour le bien-être des populations et de ces hommes et femmes qui au quotidien utilisent l'eau, la mer comme étant leur route quotidienne. Patrick Ngoignan et Pélagine Nandji. La situation sécuritaire dans les eaux territoriaux du Cameroun et plus précisément dans la région du sud-ouest préoccupe les autorités de cette partie du pays qui, au cours d'un conclave présidé par le gouverneur Bernard Okalia Bilay, évalue la situation de sécurité sur les plateformes portuaires de Tiko et Idinao. Vous savez, cette instance est une instance qui a été mise en place par les chefs de l'État à travers l'un de ses arrêtés en 2008. Donc aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour évaluer la situation de sécurité dans nos plateformes de Tiko
Bota à Edenao et voir de quelle manière on peut formuler les recommandations en vue de l'amélioration. La sécurité des hommes et de leurs biens était aussi au centre des débats, avec en bonne place le renforcement des mesures barrières contre le Covid-19. Le gouverneur du Sud-Ouest a également saisi cette occasion pour appeler à une synergie d'action entre tous les responsables de la sécurité portuaire et maritime. Nous parlons également de sport et notamment de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Les travaux se sont tenus ce vendredi dans la ville de Yaoundé, la ville aux 7 collines. Des résolutions ont été prises, parmi lesquelles le sursis de 8 mois accordé au général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, pour ainsi achever et terminer son mandat à la tête de la dite Ligue avant la tenue des élections telles que initialement prévues. Les précisions de nos reporters Jean-Oscar Libok et Mohamed Essoumbadé. L'occupation par le général Pierre Semengue du poste de président de la Ligue de football professionnel du Cameroun jusqu'au 30 juin 2021. Après l'éviction du général Pierre Semengue de la tête de la Ligue professionnelle de football camerounais et la sentence du TAS qui rétablit sur tous ses droits, ce dernier, Pierre Semengue, vient d'avoir un sursis de 8 mois pour que ce dernier puisse achever son mandat avant la tenue des prochaines élections à la tête de la Ligue professionnelle de football, donc jusqu'au 30 juin 2021. Et dans un souci permanent d'apaisement, nous avons élaboré et fait adopter par l'Assemblée générale les modalités d'application de bonne foi, et je répète de bonne foi, de la sentence du TAS pour un démarrage le plus tôt possible du championnat professionnel. Approuve à titre exceptionnel, en dérogation aux dispositions de l'article 35, alinéa 1B et 37, alinéa 1 des statuts de la LFPC, l'occupation par le général Pierre Semengue du poste de président de la Ligue de football professionnel du Cameroun jusqu'au 30 juin 2021. Toujours débattu et arrêté, l'Assemblée générale donne mandat à la Fédération camerounaise de football de nommer un secrétaire général et un directeur des affaires financières de la Ligue professionnelle de football dans les 72 heures. J'ai demandé à l'Assemblée générale de faire une dérogation spéciale concernant l'âge du général. C'est une dérogation spéciale qui a été faite pour qu'il puisse assumer les fonctions jusqu'à la fin de son mandat. C'est ce qui est prévu. Et en contrepartie, la fédération nomme un secrétaire général et organise les structures de la Ligue présidée par le général qui jusqu'à la fin de son mandat. PWD de Bamenda et Coton Sport de Garoua représenteront le Cameroun respectivement à la Ligue des champions africaines et à la Coupe des confédérations. Pour ce qui est du centre d'excellence de la CAF en Bankomo, la gestion est désormais confiée à la Fédération camerounaise de football. Voilà en filigrane des résolutions majeures de l'Assemblée générale de la FECAFOOT tenue ce jour à Yaoundé. Quant à la FECAFOOT, elle se met immédiatement dans son rôle. Hors de nos frontières au Sénégal, gouvernement et population se mobilisent pour la Grande Muraille en vue de freiner la progression significative du désert. Dans cette école du quartier de Gueule-Tapée à Dakar, 40 arbres ont été plantés ce mois-ci. Un nouveau pan de la Grande Muraille Verte s'érige au Sénégal. Qu'est-ce que la Grande Muraille Verte ? Un projet écologique ambitieux lancé en 2007 sous l'égide de l'Union africaine avec un objectif, ralentir l'avancée du désert et reconstituer les écosystèmes sahéliens. 170 millions d'euros récoltés pour créer une bande de reboisement de Dakar à Djibouti. 15 km de large,
Près de 8000 km de long et 11 pays traversés. Pourquoi? La région souffre de surpâturage et de sécheresses successives depuis 60 ans. Les sols appauvris entraînent la disparition de cultures indispensables. Populations et animaux fuient la zone. La Grande Muraille Verte porte de nombreux espoirs. Certaines parcelles de culture ont entraîné un retour à la vie. Avant, il n'y avait rien ici. Mais maintenant, les animaux ont de quoi se nourrir et on peut vendre du fourrage. Le terrain est métamorphosé. Quelles sont les limites? Des ambitions mais peu de résultats. 4 millions d'hectares ont été aménagés sur les 100 millions visés d'ici à 2030. Absence de volonté politique, manque de moyens humains et financiers des ministères de l'Environnement. La Grande Muraille Verte est-elle aujourd'hui un mirage? Elle paraît pourtant plus nécessaire que jamais. Alors, certaines personnalités s'engagent à l'image d'Ina Modja et défendent le projet. C'est pas qu'un projet d'agriculture ou de développement économique, c'est un projet humain d'abord, parce qu'il est basé sur la capacité des gens à le mettre en place, leur volonté, leur résilience. La montée des conflits et de l'insécurité au Sahel freine encore un peu plus cette initiative. Niger, Mali, Burkina Faso, une majorité de la région est passée au rouge. Mais le rêve de la Grande Muraille se poursuit envers et contre tout. Le grève de la Grande Muraille au Sénégal vise à stopper net la progression du désert qui menace confortablement les populations qui ont maille à partir avec cette autre façon de vivre. Nous nous intéressons à présent à la France et précisément à cette attaque à l'arme blanche à Paris. La dite attaque a eu lieu ce vendredi. Le suspect n'était pas suivi au pays d'Emmanuel Macron pour radicalisation. C'était le 1er septembre dernier, la veille de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015. Charlie Hebdo republiait en une les caricatures de Mahomet. L'hebdo satirique qui revendique à nouveau son droit au blasphème, mais le tollé dans le monde musulman est immédiat. Manifestations au Pakistan, condamnation de la Turquie, l'institution islamique Al-Azhar au Caire accuse Charlie de renforcer le discours de haine envers l'islam. En France, les menaces contre la publication se multiplient, notamment de la part de l'organisation djihadiste Al-Qaïda. Le 21 septembre, les choses s'accélèrent. La DRH de Charlie Hebdo, Marika Brett, est exfiltrée de son domicile en 10 minutes. Le gouvernement annonce un renforcement de la protection du personnel. J'ai demandé qu'on puisse réévaluer les menaces qui pèsent sur les journalistes et sur les collaborateurs de Charlie Hebdo. Les journalistes et anciens collaborateurs de Charlie Hebdo vivent sous protection rapprochée. Ils sont régulièrement la cible de menaces de mort. Mercredi, en soutien au journal satirique, une centaine de médias ont publié une tribune appelant à se mobiliser en faveur de la liberté d'expression. Il faut rappeler à tous en fait que la nécessité de s'exprimer, la possibilité de s'exprimer est primordiale, que ce soit le blasphème, que ce soit la caricature de la religion. Il faut être derrière l'équipe de Charlie et il faut montrer son soutien. Un soutien indéfectible à la liberté de la presse réitéré ce vendredi par le Premier ministre. Jean Castex s'est également dit résolu à lutter contre le terrorisme. Voilà, c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes qui se poursuivent sur la télévision du Monde. Bonsoir à toutes et à tous.